À l'école, on t'a parlé un seul esclavage, la traite atlantique, les bateaux européens, les Amériques. C'est réel, c'est documenté, c'est un crime contre l'humanité. Mais personne ne t'a parlé de l'autre, celle qui a duré plus longtemps, celle qui a touché autant de victimes, peut-être plus, celle dont on ne parle presque jamais. Et voilà ce qui est encore plus fort. Cette traite-là a été menée au nom d'une civilisation. Mais cette civilisation, dans ses textes fondateurs, disait exactement le contraire. Elle disait libère les esclaves. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. Les faits, l'histoire et la vérité sur l'islam que beaucoup ne connaissent pas. Bienvenue sur Knipo. Je m'appelle Ibrahima. Ici, on parle d'histoire africaine, de vérité effacée et de tout ce qu'on peut construire quand on sait vraiment d'où on vient. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Parce que ce qu'on fait ici, on ne le fait pas à moitié. Let's go. Quand on parle d'esclavage des Africains, l'image qui vient, c'est toujours la même. Des navires, l'Atlantique. Des Africains enchaînés, déportés vers les Amériques. C'est vrai. Entre le 16e et le 19e siècle, les Européens ont déporté environ 12 millions d'Africains. Un chiffre qui donne le vertige. Un crime immense. Mais voilà ce qu'on t'a rarement dit. Cette traite-là, elle a duré environ 3 siècles. L'autre, celle dont on va parler, elle a duré 13 siècles. 13 siècles. Du 7e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Pendant que certains empires africains construisaient leurs bibliothèques à Tombouctou, pendant que d'autres échangeaient de l'or avec le monde entier, des hommes, des femmes, des enfants africains étaient rasiés, enchaînés, traversaient le Sahara à pied ou embarqués vers la mer Rouge. On appelle ça la traite arabo-musulmane ou traite orientale. Et elle est quasi absente des manuels scolaires africains comme européens. Pourquoi? On y reviendra. Mais d'abord les faits. Tout commence en 652 après Jésus-Christ. Un général arabe impose un traité à un roi nubien, le royaume de Nubie, entre l'Égypte et le Soudan actuel. Ce traité s'appelle le Pacte. Et ce traité oblige le roi à livrer plusieurs centaines d'esclaves chaque année. C'est le début d'un système. À partir de là, les routes s'organisent, les réseaux se mettent en place. Deux grandes voies se tracent. La première, la route transsaharienne, du Sahel, du Soudan, du lac Tchad. Des convois traversent le Sahara à pied pour rejoindre le Maghreb et le Moyen-Orient. 2 à 3 mois de marche dans la chaleur, sans garantie d'arrivée. Les historiens estiment que 20 à 30% des captifs mouraient pendant ce trajet, avant même d'arriver à destination. La deuxième, la route maritime, par la mer Rouge et l'océan Indien. Les Africains de la côte Est, Somalie, Kenya, Tanzanie, Mozambique, déportés vers la péninsule arabique, l'Inde, le golfe Persique. Maintenant les chiffres. Et je vais être honnête avec toi, parce que c'est important. Les historiens ne sont pas tous d'accord. Les sources de cette époque sont fragmentaires. Mais les estimations les plus sérieuses, notamment celles de l'historien américain Ralph Austin, spécialiste de la question, avance environ 17 millions de déportés entre 650 et 1920. D'autres chercheurs penchent pour des chiffres entre 8 et 15 millions. Dans tous les cas, des millions d'êtres humains. Sur 13 siècles. Et les méthodes. L'historien sénégalais Tidiane Ndiaye, qui a écrit Le génocide voilé, un livre fondamental sur ce sujet, décrit des raids nocturnes sur les villages. On encercle, on attend la nuit, on attaque au signal. Les hommes et les femmes âgées tués sur place, inutiles pour le commerce. Le reste capturés, enchaînés, amenés. Il y a un chiffre que je veux que tu gardes en tête. La traite atlantique a déporté environ 12 millions d'Africains. Ces Africains ont des descendants aujourd'hui. On estime à plus de 70 millions de personnes dans les Amériques qui descendent de ces esclaves. Les millions déportés vers le monde arabo-musulman, leurs descendants aujourd'hui sont estimés à environ 1 million. Pourquoi cette différence énorme? Parce que les hommes étaient massivement castrés pour éviter toute descendance, pour éviter toute transmission, pour éviter toute mémoire. Tidiane Ndiaye qualifie cette traite de génocide voilé. Pas seulement parce qu'elle a tué, mais parce qu'elle a effacé. Elle a effacé jusqu'à la possibilité de se souvenir. Maintenant, on arrive au cœur du sujet. Et je veux être très précis ici, parce que c'est là que beaucoup de gens se perdent.
Quand on parle de traite arabo-musulmane, la question qui vient immédiatement, c'est est-ce que l'islam est responsable de ça? La réponse courte, non. Et la réponse longue, elle est dans les textes même de l'islam. Écoute bien, l'islam est arrivé dans un monde où l'esclavage existait partout. En Arabie, en Perse, dans l'Empire romain, en Afrique, partout. C'était le monde de l'époque. C'était la norme dans toutes les civilisations. Ce que l'islam a fait, c'est documenté, c'est dans les textes, c'est poser les bases d'une libération progressive. Le Coran, sourate 90, versets 11 à 13, Allah parle du chemin difficile. Et il dit, ce chemin, c'est faqu raqaba. Littéralement, briser les chaînes, libérer un esclave, libérer un être humain est présenté comme un acte spirituel majeur, une voie vers Dieu. Dans la sourate 2, verset 177, celle qui définit ce qu'est vraiment la piété, Allah cite parmi les actes des véritables croyants, donner de ses biens pour libérer des esclaves, pas pour en acheter, pour en libérer. Ça, c'est le Coran, le texte fondateur. Et dans les hadiths, textes prophétiques, dans un hadith Qudsi rapporté par Al-Bukhari, c'est-à-dire que c'est Allah lui-même qui parle par la voix du prophète. Il est dit, il y a 3 personnes dont je serai l'adversaire le jour du jugement. Et parmi ces 3 personnes, celui qui a vendu un homme libre et a consommé le prix de cette vente. Tu entends ça? Allah dit, vendre un homme libre comme un esclave, c'est me déclarer la guerre. Le prophète lui-même, dans un hadith célèbre, rapporté par Abu Zar, a dit que vos esclaves sont vos frères que Dieu a mis sous votre responsabilité. Vos frères, pas vos bêtes, pas vos outils, vos frères. Et les kafara, les expiations islamiques pour certains péchés graves. Tuer par accident, tu libères un esclave. Rompre le jeûne de Ramadan intentionnellement, tu libères un esclave. Le zihar, une forme d'injustice envers ta femme, tu libères un esclave. L'islam a utilisé la libération d'esclaves comme acte expiatoire majeur, pas l'acquisition, la libération. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a fait de Bilal ibn Rabah un esclave africain d'Éthiopie, le premier muezzin de l'islam, l'homme qui appelle les croyants à la prière, un Africain, ancien esclave, élevé au rang de symbole de la communauté. Ce n'est pas un hasard, c'est une déclaration. Alors voilà la question que tu dois te poser. Si l'islam dit tout ça, libère les esclaves, traite-les comme des frères. Allah est ton adversaire si tu vends un homme libre. Comment est-ce que des millions d'Africains ont quand même été réduits en esclavage au nom de cette civilisation? La réponse, les hommes et leurs défauts, le profit, la cupidité, l'avidité du pouvoir. C'est la même histoire partout dans l'histoire humaine. Tu prends un texte qui dit une chose et des hommes en font autre chose pour servir leurs intérêts. Des marchands arabes ont vu dans la traite une source de richesse colossale. Des dirigeants ont vu dans les esclaves une main-d'œuvre gratuite. Certains ont tordu les textes pour justifier leurs actes. D'autres ont ignoré les textes. Mais l'islam, comme foi, dans ses fondements, dans ses textes, n'a pas ordonné l'esclavage des Africains. Des hommes corrompus par l'argent et le pouvoir l'ont fait. Et c'est une distinction fondamentale. Parce que confondre les deux, confondre la foi et les actes des hommes, c'est exactement ce que font ceux qui veulent nous diviser. Si cette vidéo t'apporte quelque chose, clique sur like maintenant. Ça m'aide énormément et ça permet à plus de gens de découvrir ce contenu. On continue. Alors, pourquoi ce sujet est-il aussi peu discuté? Il y a plusieurs raisons et aucune n'est simple. La première, la traite atlantique a laissé des traces visibles, des descendants, des communautés entières aux États-Unis, aux Antilles, au Brésil, des mouvements politiques, des militants, des commémorations. Elle a été documentée, filmée, racontée, pleurée publiquement. La traite arabe a effacé ses propres traces. Peu de descendants à cause de la castration massive. Peu de communautés organisées pour réclamer la mémoire. Peu de pression politique pour qu'on en parle. La deuxième raison est plus sensible. Une grande partie des Africains, surtout en Afrique subsaharienne et dans la diaspora, sont musulmans. Parler de la traite arabe touche à une identité religieuse profonde. Certains ont peur qu'on utilise ce sujet pour attaquer l'islam. Cette peur, je la comprends.
Mais on vient de voir que ce n'est pas l'islam qui est en cause, c'est la cupidité des hommes. La troisième raison, géopolitique. Des pays arabes ont une influence économique et politique massive en Afrique aujourd'hui. Des financements, des investissements, des constructions d'infrastructures. Dans ce contexte, pointer l'histoire de la traite arabe est politiquement délicat pour beaucoup. Pour beaucoup de gouvernements africains, le silence s'organise, pas forcément par complot, mais par intérêt collectif de ne pas déranger. Et pendant ce temps, des millions de victimes africaines attendent toujours que leur histoire soit reconnue. Alors, on fait quoi de tout ça? D'abord, on comprend une chose fondamentale. L'Afrique n'a pas été victime d'un seul système. Elle a été attaquée de plusieurs côtés, sur plusieurs siècles, par plusieurs acteurs. Ce n'est pas les Arabes sont nos ennemis. C'est réducteur et faux. Ce n'est pas les Européens sont les seuls coupables. C'est incomplet et inexact. C'est l'Afrique a subi une hémorragie humaine massive de plusieurs directions pendant plus d'un millénaire. Et cette hémorragie explique en partie les fragilités qu'on observe aujourd'hui. Des régions entières vidées de leurs habitants, des structures sociales brisées, des traumatismes collectifs qui ne portent pas de nom parce qu'on ne les a jamais reconnus. Et voilà ce que j'ajoute. Si l'islam, dans ses textes, disait « libère les esclaves », si le prophète alayhi salam disait « ce sont vos frères », si Allah disait « je serai ton adversaire si tu vends un homme libre », alors nous, en tant que musulmans africains, on a une responsabilité particulière, celle de connaître cette histoire, pas pour haïr, pas pour accuser, mais pour comprendre comment des hommes ont trahi une foi pour servir leur portefeuille. Et pour ne jamais laisser ça recommencer. La connaissance de cette histoire n'est pas là pour nous mettre à genoux. Elle est là pour qu'on comprenne d'où vient la douleur. Pour qu'on arrête de chercher des explications à nos difficultés aujourd'hui sans regarder ce qui s'est vraiment passé hier. Un peuple qui ne connaît pas son histoire complète ne peut pas se reconstruire complètement. Et la reconstruction, c'est exactement ce qu'on fait ici. Je ne veux pas que tu sortes de cette vidéo avec juste de la colère. La colère sans direction, ça détruit, ça divise, ça épuise. Ce qu'on fait ici sur Knipo, l'histoire, les vérités cachées, les figures oubliées, c'est pas pour te rendre amer, c'est pas pour te donner des ennemis, c'est pas pour que tu passes ta journée à accuser les Arabes, les Européens ou qui que ce soit. C'est pour une seule chose, te rendre lucide. Parce qu'un homme lucide ne répète pas les erreurs du passé. Un homme lucide, c'est reconnaître qu'on essaie de le manipuler. Un homme lucide ne confond pas la foi d'un peuple avec les crimes de certains hommes. Un homme lucide ne laisse pas ses ressources naturelles, humaines, intellectuelles, être pillées sans réagir. Les millions d'Africains qui ont été déportés dans le Sahara, sur la mer Rouge, ils n'ont pas eu le choix. Nous, on a le choix. Le choix de savoir, le choix de comprendre les mécanismes qui ont permis ces crimes, le choix de construire des structures économiques, intellectuelles et spirituelles assez solides pour qu'on ne puisse plus jamais nous faire ça. C'est ça l'objectif, pas la haine, la construction. Pas le passé pour pleurer, le passé pour ne plus jamais trébucher au même endroit. Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Mais moi, je vais plus loin. L'homme qui connaît son histoire et qui en fait rien, il se trahit lui-même. Toi, tu es là. Tu as regardé cette vidéo jusqu'ici. Ça veut dire quelque chose. Maintenant, transforme ça en action, en connaissance partagée, en construction. C'est ça Knipo. C'est ça le sens de tout ce qu'on fait ici. Ce que tu viens d'entendre, c'est une page qu'on t'a arrachée. Pas par accident, par intérêt. Des millions d'hommes et de femmes africains ont vécu, souffert et disparu dans un silence. Dans un silence que l'histoire officielle a entretenu. Les reconnaître, c'est pas faire la guerre à qui que ce soit. C'est juste leur rendre leur dignité et nous rendre notre lucidité. Si tu veux aller plus loin, je te recommande Le génocide voilé de Tidiane Ndiaye, un historien africain sénégalais qui a fait un travail immense sur ce sujet. Lisez les Africains.
Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche et dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu avais déjà entendu parler de la traite arabe avant aujourd'hui? Je lis tous les commentaires. Le savoir est une arme, mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Salam.